Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans notre room quotidienne organisée conjointement par les Speakers Conférence Club, représenté comme chaque soir par Eric Blo, Eric qui fait le lien entre les conférenciers et les organisateurs d'événements, et par l'Association française des conférenciers professionnels, qu'on appelle souvent en abrégé l'AFCP, et qui est représenté comme chaque soir également par son président Philippe Boulanger. Quant à moi, je m'appelle Sabine, je suis votre hôte du jour. Je suis également membre de l'AFCP, donc de l'Association française des conférenciers professionnels. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on va vous mettre la tête à l'envers. Pourquoi? Eh bien, parce que notre conférencière de ce soir pense en effet que pour voir le monde à l'endroit, il faut l'observer à l'envers et on va vous donner évidemment plus d'informations sur cette façon de raisonner. On va accueillir sans plus attendre notre conférencière de ce soir. Elle s'appelle Cornelia. Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Donc, Finn Dyson. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, super. Alors, vous l'avez compris, hein, son nom le laisse supposer. Elle est d'origine allemande. Elle se définit comme binationale, multiculturelle et surtout, elle est plurilingue puisqu'elle parle régulièrement l'allemand, le français, l'anglais et même l'arabe. Alors, le thème du jour, son thème sera la résilience et le leadership sans blabla. C'est d'ailleurs le titre d'un livre qu'elle vient de publier, qui est paru en mai 2021 chez JDH Éditions. Voilà, elle nous le montre pour ceux qui sont sur Zoom et l'occasion aussi d'accueillir Régis, Thomas, Philippe, Christophe, Sarah, voilà, vous êtes nombreux ce soir, je ne vais pas tous vous citer. Et puis, je vous le rappelle, nous sommes donc sur Clubhouse et bien évidemment, nous allons vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à monter on stage quand on vous le proposera. Alors, Cornelia, je vais te céder la parole. J'ai envie de dire que tu es rodée au management de grandes et de petites équipes, dans des grandes et des petites entreprises, mais aussi dans des startups, aussi bien dans le monde associatif, et tu as navigué entre le secteur public et le secteur privé. Eh bien, la parole est à toi, Cornelia. Tu peux peut-être te présenter un peu plus en détail et nous dire qui tu es et quel est ton parcours. Oui, merci beaucoup. Merci Sabine. Merci à tout le monde. Bienvenue aussi. Oui, effectivement, donc j'ai un job principal qui est cadre dirigeant public. Donc, en tant que cadre dirigeant public, j'ai bossé dans des ministères. Je bosse depuis une dizaine d'années, surtout dans des collectivités territoriales, des villes, des intercos, des départements, entre autres. J'ai beaucoup bougé dans la France. J'ai habité pendant longtemps à Paris. J'ai fait une courte période à Strasbourg. Je suis passée par Dunkerque, il faut le faire, puis par Saint-Étienne. Les 6 dernières années, je les avais passées à Pau et je suis installée depuis septembre dernier au Havre où je travaille pour la ville, la communauté urbaine du Havre. Mon job principal, c'est de gérer des portefeuilles de services publics, de politique publique, avec parfois des très très grosses équipes, jusqu'à 1650 collaborateurs sous mes ordres, si je puis les dire comme ça, puisque c'est de moins en moins sous les ordres, mais sous une autre forme d'impulsion. Puis aussi, ça peut être actuellement, par exemple, mon équipe ne compte que 40 collaborateurs. Par contre, c'est tous plutôt des cadres et des experts de très très haut niveau. Parallèlement, effectivement, j'ai pu plonger dans le monde aussi des startups que j'accompagne, entre autres. J'ai été moi-même aussi entrepreneur et j'ai un passé aussi, de toute façon, dans le privé, dans des entreprises un peu plus traditionnelles aussi. J'ai bossé chez EDF et Gaz de France International, ça existait encore à l'époque. Et j'ai aussi fait des débuts de carrière dans le consulting, le business process modeling et le business process management. Voilà, tout ça ensemble. Et en termes de portefeuille, j'ai touché un peu à tout et je me suis spécialisée de plus en plus récemment sur les questions de l'innovation, de la transformation à l'ère du digital. Et c'est aussi sur ces sujets-là que je suis venue sur les nouveaux challenges qui se posent aux leaders d'aujourd'hui. Merci Cornelia. Alors on t'entend, hein, tu as une belle expérience, un beau parcours et avec beaucoup de leaders. Donc c'est ce qui t'a sans doute amené à écrire ton ouvrage sur le leadership, la résilience et le leadership sans blabla. Alors sans blabla est une expression qui a été beaucoup utilisée. On l'a entendu aussi avec notre ami Gilles Durochou, que je connais bien, qui parle aussi de communiquer sans blabla. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'un xème ouvrage théorique sur le leadership, mais bien d'une mise en situation. Donc, concrètement, tu donnes la parole à des top managers, des dirigeants, des entrepreneurs, même des start-upers, pour leur demander comment ils s'adaptent et comment ils se transforment en temps de crise. Alors, comment t'es venue l'idée d'écrire ce bouquin?
Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, voilà, maintenant j'écris un livre? Alors, ça faisait quelque temps que l'idée me trottait dans la tête d'écrire sur mes approches, mes expériences et mes idées, mes convictions aussi parfois, hein. Même si les convictions, on en change régulièrement, c'est la pratique qui les améliore. Donc, ça faisait un petit moment que je voulais écrire. Dans le public, ce qu'il y a de spécial dans le management, c'est que on se pose, en tout cas, si on veut bien faire, on se pose très vite la question déjà de l'innovation managériale, parce qu'on a la spécificité, en général, on choisit pas nos équipes. On a très très peu d'impact motivationnel en termes de matérialité, c'est-à-dire c'est difficile de peser sur leur salaire. On peut rarement les augmenter, même si on le voudrait. On ne peut pas les virer. Même quand on recrute, le choix n'est pas toujours évident. Il y a des procédures vraiment propres à cet environnement-là. Et on pèse finalement très très peu sur leur carrière, hein, parce que même si j'ai des collaborateurs qui peuvent être super, euh, si je veux les faire monter, ben en général, il faut qu'ils s'éloignent de moi, il faut qu'ils partent dans d'autres structures, et donc c'est très très passionnant quand même d'essayer de le faire aussi grandir. Mais le but dans ces cas-là, c'est toujours que finalement ils vont s'éloigner de moi. Pour autant, il faut le faire. Et donc, il faut beaucoup jouer sur les registres motivationnels qui sont autres que des primes, que la discipline, que la carrière pure. Il faut vraiment jouer sur des motivations qui vont plus dans une qualité au travail et par l'intérêt aussi des projets des formes de travail qu'on va mettre en place avec eux. Donc ça, c'était une première expérience. Puis depuis beaucoup d'années déjà, je dirais au moins depuis 2012-2013, on est confronté dans les grosses structures, qu'elles soient publiques ou privées, de plus en plus au fait que des leaders, des cadres dirigeants, on attend de plus en plus de nous de restructurer, de transformer, d'abord pour optimiser, aujourd'hui de plus en plus pour inventer des nouveaux produits, des nouveaux services. Et là-dedans, donc, on se trouve, qu'on le veuille ou pas, sur des missions, même si c'est pas dans notre titre, sur des missions de grands transformateurs, de grands restructurateurs et donc de grands change managers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de cabinets et heureusement aussi qui nous accompagnent pour mieux change manager. Mais si le cadre dirigeant, si le leader lui-même ne fait pas ce change management aussi et l'incarne pas aussi et l'expérimente pas aussi et parfois aussi se trompe, ben on est assez mal barré. Et je dirais là-dessus, on est de plus en plus en proximité finalement de pratiques avec des entrepreneurs qui créent leur entreprise, des start-upers aussi, parce qu'eux aussi ils sont dans un change management presque natif puisqu'ils proposent du nouveau, ils doivent embarquer sur du nouveau, alors qu'on sait que le changement et le nouveau, au fond, ça fait peur à tout le monde, même à nous. Et puis j'ai eu une expérience un peu peut-être la plus forte, la plus révélatrice, qui s'est opérée en 2019, tout début 2019. J'ai mis en place une démarche un peu pilote à l'échelle en tout cas des administrations publiques, même dans les entreprises, ça se voit pas encore beaucoup. J'ai mis en place une démarche généralisée d'ouverture à l'intrapreneuriat, donc pour les 3000 collaborateurs c'était à Pau, hein. Donc c'était des services mutualisés de la ville et de l'agglo de Pau. Donc une démarche intrapreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai proposé à tous les collaborateurs de venir, de proposer des projets et on a sélectionné ceux qui nous paraissaient les plus pertinents et à cela on a proposé de consacrer du temps et quelques petits moyens pour en faire des vrais projets de ouf, mais sur des méthodes agiles parce que sinon ça ne marche pas. Et ça a très très vite pris. Donc dès la première année, on a d'abord pré-incubé puis incubé parce qu'on incube ces projets-là comme des vraies startups, mais en interne et avec des vraies méthodes startup radicalement agiles. Et donc dans un premier temps, donc on a pré-incubé puis incubé 4 et puis 3 autres projets, tout ça dans la première année. Et dès la première année, on avait plus de la moitié des projets qui avaient gagné une envergure nationale, ce qui n'était pas du tout prévu hein, et pas prévisible du tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de quelques mois, sur ces projets-là, d'autres ailleurs en France avaient jugé qu'il y avait un tel potentiel de mise à l'échelle, de réplicabilité, qu'il fallait soit leur attribuer des prix nationaux,
soit des financements nationaux et parfois les deux. Et donc ces projets-là, d'ailleurs, donc à l'époque, on avait lancé donc 7 projets, 6 sont toujours actifs et aujourd'hui 5 sont déjà dans cette mise à l'échelle nationale, donc bien au-delà de ce qu'on pouvait même espérer, parce que quand je l'avais lancé, je me suis dit, si on a un qui sort et qui soit juste sympa à l'échelle paloise, c'est déjà quelque chose. Donc ça, c'est pour le côté, ça c'était une super démarche, grand succès finalement, mais ce qui se cache derrière aussi, c'est que c'était extrêmement dur. C'était une souffrance. C'était c'était vraiment rude. Pourquoi c'était rude? Parce que quand on met en place des démarches avec du vrai et du concret et des vraies méthodes agiles, mais qu'est-ce qu'on propose en fait à sa structure, à sa technostructure, qui est une technostructure comme toutes les autres, sont toutes très classiques et plus elles sont grandes, plus elles sont classiques, on le partage avec d'autres boîtes. J'ai beaucoup échangé avec Total qui avait son incubateur justement à Pau, avec Orange aussi. Mais là, on dit en fait à toute la technostructure, aux collègues, aux big chefs au-dessus aussi, on leur dit, ben en fait, on va faire des projets sans cahier des charges, on va faire des projets sans planification, on va faire des projets sans pilotage stratégique, on va faire des projets sans chef, parce que les seuls chefs, c'est les porteurs de projets et leur seul reporting qu'ils font, c'est vers les clients et les usagers, même quand ils n'ont encore rien à proposer. Et on va effectivement donner la main à finalement des gens qui sont les plus proches des usagers ou des clients, si c'est une entreprise, et c'est pas forcément les gens qui sont tout en haut dans les comités de direction. Donc, on propose une démarche qui est vraiment à l'envers de tous ceux qu'on connaît dans nos structures. Et c'est une forme pas seulement presque révolutionnaire, c'est vécu comme une provocation. C'était vécu comme une provocation par l'écosystème, pas tout de suite, mais dans la pratique, ça peut pas être vécu autrement. Donc il y a plein effectivement de, moi j'appelle ça des anticorps qui se réveillent dans la structure et qui me disent, eh mais il y a un truc là qui marche justement à l'envers. Et donc j'ai découvert, ou surtout aussi les entrepreneurs, les innovateurs ont découvert, et moi j'étais là justement pour après gérer tout ça, on a découvert chemin faisant qu'il y avait énormément de problèmes à régler au quotidien et des résistances à déconstruire auxquelles on s'attendait pas du tout. Et bien sûr des résistances surtout humaines, et c'est ça le plus difficile. Et donc j'ai lors de cette, je pourrais aller dans les détails, hein, le type de résistance. Oui. Donc comment de toute cette expérience, comment tu en arrives à écrire ce livre avec des témoignages? Ben justement, donc après coup, au bout d'une année, donc effectivement, on sortit ces projets. Après, il y avait plusieurs fois, j'étais au bout de vraiment tout laisser tomber et de surtout ne plus revenir à ce type de démarche. Aujourd'hui, je récidive, hein, même au Havre, mais je suis au tout début, donc j'ai pas de recul nécessaire. Et puis il y a eu le confinement, et puis crise pour tout le monde. Et puis comme la démarche m'avait amené justement à échanger de plus en plus autour de ces projets de transformation avec des entrepreneurs, avec des cadres dirigeants de grosses entreprises, avec d'autres qui appliquaient de l'agile dans leurs grosses boîtes, qui essayaient de les agiliser. Je me suis dit, en fait, je suis pas seule du tout. Il y a plein de gens qui sont confrontés à ça et ils sont aussi en souffrance et en même temps aussi enthousiasmés par le truc parce que c'est aussi dur que c'est génial. Et on peut pas, on s'en lasse pas, même si parfois on veut abandonner. Et donc là m'est venu, en fait, on est de plus en plus challengé sur notre capacité à être résilient, sinon on propose pas du nouveau. Et donc à notre capacité parfois même de provoquer les crises, mais qui deviennent parfois aussi des crises pour nous-mêmes. Et si je faisais surtout parler aussi tous les autres, ça serait beaucoup plus intéressant et je ne serais pas juste dans une, même si je parle de pratique, mais quand on est un peu tout seul, on remet tout de suite un peu trop de théorie là-dessus. Et là, je me suis dit, en plus, avec le Covid, je pense qu'ils sont encore plus challengés qu'avant. Et tout le monde doit avoir quelque chose à raconter. Et en plus, ben, le Covid, bien sûr aussi, cette presque situation qui force à prendre du recul. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, et avec cette idée-là de faire partager les expériences des autres, je le ferai jamais. Et je me suis lancée. Donc clairement, c'est un bébé confinement. Hein, 9 mois de grossesse, tu m'as dit que ça devait aller vite et c'est d'ailleurs ce qui t'avait amené à choisir ton éditeur parce que tu voulais justement que ce soit un livre qui soit publié maintenant
à la sortie du confinement, en espérant qu'on soit sorti de ce confinement, et que tu ne voulais pas attendre 2-3 ans avant de publier cet ouvrage. Alors, tu as interviewé, si je ne me trompe, c'est 23 leaders, c'est correct? 21, comme 21, donc 2021. voilà, j'étais pas loin. Donc 21 leaders, et ces leaders, ces personnes, donc tu as dit, il y a des leaders, il y a des dirigeants, il y a des start-upers. Comment les as-tu choisis? Alors, je me suis dit au début que je les voulais extrêmement divers et je voulais le top manager, mais je voulais aussi, entre guillemets, le petit entrepreneur. Pour moi, il n'y a pas de petit leader, mais il peut être à la tête, surtout quand tu es un start-upper en général, c'est vraiment au tout début. Mais pour moi, un leader, c'est aussi quelqu'un qui est en reconversion et qui doit d'abord se mener lui-même vers son nouveau projet et puis peut-être convaincre des membres de la famille ou des investisseurs, des partenaires. Donc tout cela, c'est pour moi quelque chose qui est du ressort du leadership et du portage de projets justement. Et après, donc je me suis dit, ça serait bien que j'ai les cadres dirigeants de très très gros groupes, que j'ai du public, que j'ai du privé, que j'ai des startups, que j'ai des entreprises aussi plus traditionnelles. Je voulais des militaires et je voulais de l'associatif et je voulais du médical. Et je pense que j'ai eu tout ça. J'ai commencé pour les chercher, bien sûr par ceux que je connaissais. Et je connaissais un peu déjà dans tout ça, mais je connaissais pas 21 leaders qui étaient tous prêts à me raconter tout leur vécu parce qu'il faut se livrer là-dessus aussi. Et donc ça, c'était une démarche un peu plus longue et d'ailleurs qui s'est fait tout au long de ces 9 mois de gestation du bouquin. À la fin, ils se sont présentés spontanément vers moi et j'ai même dû en refuser à la fin. C'était ma question. Donc, tu as dû vraiment. Et 21, c'était un chiffre arrêté? Il y a une raison au 21 ou c'était c'est l'expérience qui fait que tu as eu 21 tu as finalement sélectionné 21 personnes? Je voulais plus que 10, je sais pas pourquoi. À un moment donné, je me suis dit pourquoi pas 30. Et puis quand j'ai commencé, très vite, je me suis rendu compte du boulot que c'était. C'était incroyable. Et si j'avais su, je pense. Mais c'est pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je crois qu'à chaque fois, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Et c'est très bien de juste tester. Mais en même temps, quand je dis c'est du boulot, c'était génial aussi là. Ça m'a porté tout au long de cette période pendant laquelle aussi j'ai changé de job, j'ai déménagé, j'ai fait déménager toute ma famille. Et donc c'était un peu le fil rouge de cette période très très particulière. Et donc 21, bon, au bout d'un moment, je commençais à vraiment, je voyais que le bouquin, il fait plus de 300 pages là, hein, et je me suis dit, je pourrais encore continuer pendant très très longtemps, mais je vais plus m'arrêter, donc il fallait mettre un terme. Et donc c'était presque par hasard. Et quand je les ai racontés, je me suis dit, quand j'avais déjà dit stop, je les ai comptés et c'était 21, et je trouvais ça intéressant pour l'année 2021, l'année de sortie. Le livre, c'est comme les travaux et les enfants. Si on savait avant, peut-être qu'on ne commencerait jamais. Donc, heureusement qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas la douleur et qu'on ne sait pas qu'on va avoir tous ces problèmes pour terminer des travaux. Est-ce que tu abordes le leadership politique? Alors, je me suis posé la question, d'autant plus que effectivement j'ai bossé avec pas mal de politiques, des ministres quand j'étais en ministère, puis à Dunkerque avec Michel Delbach qui était cette fois ministre, puis avec François Bayrou et maintenant avec Édouard Philippe qui sort un bouquin beaucoup plus best-seller que le mien. Je pense qu'effectivement ils ont des tas de choses à raconter sur le leadership et la résilience et peut-être une forme de leadership la plus dure qui soit. Pour autant, il y avait deux raisons pourquoi j'ai vraiment j'ai pas pris de leader politique. Il y a une citation quand même d'Édouard Philippe dans le bouquin, mais c'est juste une citation. Il y a aussi d'autres figures connues qui sont citées, mais il y a deux raisons. Hein. Premièrement, ils n'ont pas besoin de moi pour s'exprimer. Quoique. Et ils s'expriment déjà beaucoup, alors que les leaders moi que j'ai cherchés, ça peut être des top managers, mais c'est des gens qui qu'on va pas forcément lire dans les journaux ou dans un bouquin. Et l'autre vraiment no-go pour moi, c'était le fait que si on met un leader politique là-dedans, même un leader à la retraite, si c'est une figure connue, on politise le projet. Et je voulais surtout pas faire un bouquin politique, je voulais que ça reste un bouquin de management. Alors, quand on t'écoute, Cornelia, on se rend compte que le leadership n'a rien à voir avec la taille des équipes gérées. Donc, c'est quoi ta définition du leader?
c'est très difficile. J'ai demandé à tous ces leaders de dire, est-ce que vous vous décrivez comme leader, comme manager, comme juste dirigeant d'entreprise? J'aurais demandé à chaque fois, c'est quoi votre qualificatif que vous vous donnez? Ben, il y en a, la plupart disent quand même que leur rôle, c'est vraiment leader, donc celui qui impulse, celui qui amène les équipes vers un cap. Mais c'est de plus en plus difficile. Tous disent ça parce qu'il faut être aussi en capacité, finalement, parfois de faire taire le leader et de se mettre totalement en retrait par rapport aux équipes et de les laisser faire émerger les idées elles-mêmes et ne pas tout savoir à leur place. Alors que on a un côté toujours un peu paternant, maternant quand on veut du bien pour nos équipes et quand ils viennent avec des problèmes, on adore trouver des solutions pour eux et avec eux. Et on n'écoute pas suffisamment leur capacité à venir avec des solutions et à trouver leurs propres solutions. Donc on parle aujourd'hui de plus en plus de posture de leader ou de manager coach. Donc juste qui accompagnent les équipes plutôt que de les driver. Et puis j'ai eu des leaders qui m'ont dit moi je suis pas un leader, je suis même pas un manager, je suis un piètre manager. Moi je sais connecter les gens et ça me suffit. Ou d'autres, moi je suis le foufou dans l'entreprise et donc moi je suis là pour faire les rêves les plus fous qui soient. Et heureusement que j'ai des gens qui sont beaucoup plus dans l'accompagnement opérationnel et presque maternant aussi derrière. C'est d'ailleurs pas forcément des femmes qui sont maternants, ça peut être des hommes et ceux-là heureusement qu'ils gèrent cette autre dimension. Et je pense qu'il n'y a pas de finalement il n'y a pas de leader type. Je pense que toutes les dimensions ou toutes les personnalités peuvent exercer ces fonctions-là, mais le plus important, c'est d'être vachement en conscience de ce qu'on n'a pas et qu'on doit chercher dans ces cas-là chez les autres, soit les collaborateurs, soit un collègue ou un binôme. Et je suppose que tes histoires sont différentes, que c'est l'intérêt de ton livre, c'est de ne pas avoir 21 histoires qui se ressemblent. Alors, comment es-tu allé chercher ces histoires? Comment les as-tu amenées à s'exprimer? Leur as-tu donné un canevas identique pour tous et c'est sur base de ce canevas que tu as fait ta sélection? Ou bien est-ce que c'est à l'occasion de discussions avec eux? Comment as-tu écrit ce livre, en fait? Alors, j'avais déjà quelques idées sur 5 ou 6 leaders que je connaissais bien. Je me suis dit, si je leur demande à eux de raconter, ça va être quelque chose d'assez incroyable, même si j'avais plus des anecdotes très croustillantes ou très particulières en tête. Et c'était déjà des gens effectivement qui venaient d'horizons très variés. Et donc déjà, j'ai testé l'idée avec eux. Et donc, tous ceux que je connaissais, à qui j'ai demandé s'ils étaient OK, m'ont tout de suite dit que c'était une très belle idée et qu'ils étaient prêts à se prêter à l'exercice. Après, j'ai pas pu le faire avec tout le monde parce que certains ont des agendas tels ou des contraintes et tout ça que finalement on n'a pas trouvé le temps parce que ça leur demande du temps à eux aussi. Hein. L'interview en général ça durait 1h30, il fallait le préparer. Je leur demandais pas de le préparer, mais certains voulaient quand même le préparer. Donc, j'avais la même trame d'interview pour tout le monde. Pas un questionnaire, c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Et surtout, après, une fois que j'ai couché, moi, après sur papier, il fallait organiser une itération avec eux parce qu'il fallait qu'ils se retrouvent dans ma plume. Il fallait que ça reste quand même leur récit. Et pour certains, il fallait qu'ils le valident aussi par la boîte derrière. Donc, ça pouvait quand même demander un fort investissement de temps. Donc une fois que j'ai pu commencer les 3-4 premières interviews, j'ai commencé aussi à communiquer autour du projet du livre avec un blog et j'ai régulièrement partagé sur LinkedIn. Et donc il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser à ça. C'est là que j'ai eu des gens qui ont commencé à me dire, moi, éventuellement, je suis prête à partager l'expérience. Et d'autres, je les connaissais juste via les réseaux sociaux. Et je me suis dit, là, vous relatez quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous serez prêt à témoigner dans mon livre? Et puis, une très belle rencontre, ça a été la présidente de l'International Women's Forum, Lucille Desjonquer, que j'ai contactée via LinkedIn, qui m'a dit OK pour être interviewée. Et après l'interview, elle a sollicité tout son réseau de femmes leaders françaises pour éventuellement m'accorder une interview. Et là, effectivement, j'ai eu dans quelques-unes qui tout de suite se sont prêtées à l'exercice avec des parcours à chaque fois absolument bluffants et des regards très
à la fois très riches dans leur diversité, leur différence et en même temps aussi dans la convergence. C'est ça qui était absolument bluffant. Tu as un équilibre homme-femme dans tes leaders interviewés? Question super intéressante. Alors, c'était plus difficile de trouver des hommes que des femmes. Ah, c'est particulier ça, parce qu'en général, c'est l'inverse. Ah non, 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 non. Donc, j'ai n'ai, sauf à la fin, mais quand c'était trop tard, j'ai eu quasiment pas d'hommes qui m'ont proposé spontanément de venir. Alors, les hommes que je connaissais et que j'ai abordés, en général, ils m'ont dit, ils m'ont quand même donné des OK de principe. Mais des femmes, des personnes qui sont spontanément venues vers moi, c'était très largement, avec une exception, des femmes. Et même les hommes, même quand ils étaient d'accord sur le principe, il fallait qu'ils considèrent ça pendant plus longtemps. C'était moins spontané que les femmes. Donc aujourd'hui, sur les 21, il y a 8 hommes. Okay. Et dans leur façon de se livrer, c'est un petit peu différent aussi. Mais c'est bien, les femmes leaders sortent du bois grâce à toi, donc merci. Alors, on l'a dit, ce n'est pas un bouquin de théorie, mais j'imagine que toi, tu as quand même un fil conducteur, tu as quand même ta vision du leadership suite à ton parcours. Et qu'est-ce que tu apporterais en plus à tous ces témoignages? Est-ce qu'on peut dire, comme tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'agilité? Alors, effectivement, on retrouve finalement un fil rouge, c'est l'agilité, qui est très présent dans la première partie, qui est ma propre prose. Moi, je me suis abstenue de faire le même exercice que les leaders. Je voulais vraiment que les leaders se racontent. Moi, je me raconte moins dans le bouquin. Donc, effectivement, j'apporte un petit peu de théorie et j'essaye aussi justement de faire une synthèse de tous les témoignages des leaders. Sur les 21, donc, il y a que 18 qui sont publiés dans le bouquin parce qu'il y en a 3 qui finalement n'ont pas souhaité que ce soit publié tant que tel. Donc leurs noms sont dans la liste, mais à aucun moment, quand j'utilise un peu aussi leur regard dans ce que j'écris moi, je ne dis pas c'est un tel ou un tel qui a dit ça. Mais donc globalement pour moi l'enjeu c'était de regarder à la fin l'ensemble des interviews une fois qu'ils étaient stabilisés et de dire qu'est-ce que je peux maintenant, quels sont les apprentissages de tout ça, justement quelles sont les convergences, quels sont les points forts qui ressortent et les mettre là aussi en exergue avec ce que moi j'ai connu, j'ai appris et mes convictions du moment. J'insiste sur le fait des convictions du moment parce que j'ai constaté que c'est extrêmement évolutif et c'est toujours en fonction d'un contexte particulier. Et le contexte particulier, c'est pas tellement le Covid en tant que tel, mais depuis une dizaine d'années, on est rentré dans cette ère qu'on appelle chez les managers, les leaders, même si c'est plus vieux que ça le terme. Mais actuellement, on parle beaucoup dans toutes les formations, dans tous les colloques du monde VUCA, donc volatile, uncertain, incertain, complexe et ambigu. Et ce monde, cette volatilité, cette complexité et cette incertitude est vraiment décuplée depuis quelques années et le Covid n'a fait que le confirmer. Et c'est dans ce contexte-là que ma conviction s'est construite sur le fait qu'on ne peut pas aujourd'hui survivre, surtout pour les grosses structures, moi je les appelle les structures mammouths, on ne peut pas survivre si on se donne pas la capacité à se mettre en mode agile. Et on le retrouve dit de façon très différente aussi dans les récits des leaders. J'ai dit ça pour les grosses structures parce que je pense que les petites structures qui, par leur taille, sont très, très proches du terrain, du client et des usagers, je pense qu'elles sont un peu agiles by design. Elles n'ont pas besoin de réinventer et de remettre de l'agilité dans leur structure. Merci. Et tu vas me lancer sur tes conférences. Donc, j'en profite pour rappeler qu'on est dans notre room quotidienne organisée par Eric Blo, les speakers, et par l'Association française des conférenciers professionnels. Et donc, dans ces rooms, on donne chaque jour la parole à un conférencier confirmé ou en devenir. Et donc, c'est l'occasion aussi de parler de tes conférences. Et rassurez-vous, d'ici 20 bonnes minutes, on vous donnera la parole et on vous permettra de poser toutes vos questions à Cornelia. Alors, dans ta conférence, tu as une conférence qui est intitulée Leadership façon Tatin, où tu parles en effet de l'agilisation des mammouths. Alors, c'est quoi un mammouth? Comment l'agiliser? Et qu'est-ce que vient faire la tarte tatin dans tout cela? Je pense qu'à mon avis, ça va être nécessaire de rappeler à tous ceux qui nous suivent et qui ne sont pas des spécialistes de la cuisine, c'est quoi la spécificité de la tarte tatin? Parce qu'on la mange tous, mais est-ce qu'on sait vraiment comment elle est réalisée?
Alors, je vais commencer par le mammouth. Pour moi, une structure mammouth, c'est une grosse généralité, ce que je vais dire, mais je l'ai souvent pu la vérifier. Une structure de mammouth, c'est à partir de 100 collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'à partir de 100 collaborateurs, sauf certains chefs militaires qui sont très doués de bien connaître le terrain et chaque collaborateur, même quand ils sont plus de 1000, mais nous, les gens normaux, euh, quand nous avons plus de 100 collaborateurs, il devient difficile de bien les connaître, de bien connaître leurs chagrins, leurs motivations, leurs frustrations du moment et surtout de les voir tous les jours. Et moi, je peux vous dire, même là, actuellement, j'ai que 40 collaborateurs. En même temps, je suis arrivée en pleine crise, confinement et tout ça. Encore aujourd'hui, je connais pas tous mes collaborateurs, alors qu'ils sont que 40. Donc, quand on a une centaine de collaborateurs, c'est la taille à partir de laquelle on va en général mettre en place des organigrammes. J'ai échangé il y a 3 ans avec une entreprise SS2I qui avait eu une croissance absolument fulgurante sur 2 ans. Donc, ils sont passés de 2 collaborateurs à 80 et ils n'avaient pas du tout réfléchi à comment se positionner en manager, comment organiser, comment mettre en place un organigramme. Et donc, ils se posaient toutes ces questions-là quand ils approchaient la centaine des collaborateurs. Et donc, on met en place des organigrammes qui sont bien utiles parce qu'on en a quand même besoin pour organiser la complexité avec des organigrammes et surtout des procédures, des process, des référentiels. Et tout ça, c'est magnifique pour organiser le business as usual dont on a besoin pour tous ceux qu'on sait déjà faire, qu'on a déjà éprouvé et dans lesquels on a juste besoin d'exécuter un mode déjà connu. Mais si on veut innover, réinventer et faire du nouveau, ben, tous ces organigrammes, toutes ces procédures, tout ça, ça nous empêche vraiment d'être créatifs et ça nous empêche d'être agiles. Dans l'agilité, il y a cette philosophie initiale à toute création innovante, c'est de dire que comme on ne sait pas si ce que je crée est vraiment utile, on ne sait pas si les besoins ou les attentes sont vraiment sur ce que j'ai en tête, mais il faut que tout de suite, je teste et je regarde et je vérifie auprès des vrais clients ou des vrais prospects, parce que souvent, on n'a pas encore des clients sur ce produit-là. Et donc, ça veut dire, je le disais avant, hein, ça veut dire qu'il faut donc donner une valeur maximale, une capacité à faire maximale à tous ceux qui sont en prise directe avec les clients et les usagers. Et ceux-là sont rarement dans les étages de direction. Moi, quand je suis en comité des directions générales ou en COMEX, moi, je rencontre très, très rarement nos clients du public ou autres. Je les rencontre quand je suis dans mes activités annexes de formatrice, de coach, d'accompagnatrice. Là, oui. Mais effectivement, je suis très, très loin des usagers du service public et c'est les gars les plus en bas dans la technostructure qui sont finalement les mieux à même de connaître et d'aller rencontrer ses clients. D'où ces approches d'intrapreneuriat qui, en fait, renversent à petite échelle dans des petites bulles d'autonomie. On peut appeler ça aussi des bulles de management libéré. Hein. On connaît beaucoup aujourd'hui les concepts de management libéré, qui est un concept agile. Et donc, de créer ces bulles qui renversent complètement le paradigme et qui font faire le poirier, donc le renversement, à ces équipes qui leur permettent de faire ça. Mais ça démontre quand même aussi aux leaders de faire le poirier en termes de posture pour accepter qu'il y ait des gens à l'intérieur d'une boîte qui fonctionne toujours de façon très pyramidale, puissent justement faire eux aussi le poirier et aller générer, produire de l'innovation sur le terrain, mais de l'innovation efficace et performante. Donc ça, c'était sur la question, effectivement, donc on renverse. Et puis, effectivement, l'image de la tarte tatin, elle s'est imposée parce que la tarte tatin, c'est une tarte renversée. Elle a de génial aussi, elle a été inventée un peu par accident. Donc, il n'y avait pas de la planification, elle n'était pas validée par les chefs. Les sœurs Tatin, à l'époque, elles ont renversé par hasard la tarte, elles l'ont servi quand même, mais ça a plu à l'usager, au client, donc elles ont testé tout de suite sur le terrain et ça marche encore. Et ce que j'aimais bien, c'est que elles ont pris un énorme risque peut-être, mais surtout la tarte tatin, c'est quelque chose qui est bon
qui est épanouissant. Il y a du plaisir là-dedans. Et je trouvais bien cette analogie entre c'est dur, c'est très confrontant, y compris pour celui qui le mène et qui en est convaincu. Pour moi, c'est très dur aussi à chaque fois de renverser finalement presque mes réflexes de leader que j'ai aussi je suis pas meilleure que les autres là-dedans dans le fait à chaque fois de les réinterroger, mais en même temps il y a quelque chose aussi de presque jouissif là-dedans et on peut vraiment s'éclater aussi avec ces nouvelles approches et qui sont nécessaires à la survie des mammouths, parce qu'un mammouth qui ne devient pas au moins un éléphant, ben il survit pas. Et donc, tu parles des mammouths, des organigrammes, des grosses organisations. Est-ce que ça veut dire qu'une petite structure ou une start-up est d'office plus agile qu'une grosse structure? Alors, comment on travaille à l'envers dans des petites structures ou dans des start-up? Une petite structure, une entreprise qui se crée, surtout start-up ou start-up, parce qu'une start-up, ça peut être aujourd'hui, tout le monde n'a pas besoin d'être digital, mais à partir du moment où on crée un nouveau service, quelque chose avec actuellement, j'accompagne une équipe qui imagine un service sur l'accompagnement au changement de maison. Donc, comment je me projette dans un nouveau logement, comment je range, comment j'imagine mon nouveau décor et comment peut-être je change aussi mes habitudes, parce que changement de maison, c'est un changement de vie. Vous voyez, il y a pas du tout du côté digital. Je sais pas si c'est très, très scalable, mais la première question, c'est est-ce qu'il y a un besoin pour ça? Est-ce qu'il y aura des clients pour ça? Donc, une nouvelle entreprise, une entreprise avec une offre de valeur innovante ou en tout cas nouvelle, avant tout, c'est une entreprise en crise. Et c'est la crise qui crée l'agilité. C'est la crise qui crée le nouveau. Et donc, comme elle est en crise, elle n'a pas d'autre choix que d'être agile et d'être à l'écoute des clients. En tout cas, celles qui réussissent, les startups, on le sait aujourd'hui, c'est celles qui ne restent pas dans leur garage avec des tableaux de planification et tout ça et à faire tout de suite un truc parfait. Mais celles qui réussissent, ce sont celles qui vont aller voir tout de suite quelqu'un qui pourrait être un potentiel client et qui va déjà tester est-ce qu'il a de toute façon même des attentes sur ce type de projet. Et c'est pour ça qu'on parle en agile ou en design ou en lean startup. À chaque fois, c'est des mots différents, mais soit on parle de proof de concept avant de faire le grand produit, ou on parle de minimum viable product, ça c'est pour la lean startup, ou encore en design, on peut parler de prototype basse résolution. Ça veut dire on va bricoler et on va d'abord tester sur du bricolé avant de faire quelque chose de parfait. Alors que dans les grosses structures, on nous demande tout de suite un cahier des charges, de la planification est quelque chose de magnifique et on va d'abord massifier avant de customiser. Et dans les méthodes agiles et dans les petites entreprises, on va plutôt faire l'envers. On va tester à toute petite échelle avec des choses qui sont pas parfaites, mais qui ont déjà une première utilité. Et si ça marche, après, on va penser mise à l'échelle. Donc là aussi, on est encore une fois dans le truc, il faut faire à l'envers, il faut renverser les trucs. Et moi, j'aime bien parce que justement, comme j'ai fait de l'arabe, il faut savoir lire à l'envers quand on fait de l'arabe. Alors, je suis la seule à te voir sur Zoom, mais c'est vrai qu'on voit ton sourire et on voit que tu adores vraiment faire les choses à l'envers parce que tu l'exprimes avec énormément de joie et un très joli sourire. Alors ça, c'est pour ta conférence qui est éprouvée et on se rend compte à quel point tu as de l'expérience avec les grosses et les petites structures. Donc ça, c'est vraiment aussi une de tes forces. Maintenant, tu es en train de développer une nouvelle conférence qui forcément va être basée sur ton livre. C'est souvent ce que font beaucoup de conférenciers. Ils écrivent un ouvrage soit sur base de leur conférence, soit à l'envers. Ils écrivent d'abord le livre et puis ils font une conférence. Donc ta conférence va porter exactement le même titre que ton livre. Donc je répète pour ceux qui nous rejoignent, Résilience et leadership sans blabla. Alors, est-ce que c'est une synthèse de ton livre? Est-ce que ça va au-delà du livre? Est-ce qu'il faut lire le livre avant d'écouter la conférence? Donc, comment tu vois les choses? Comment ça va se passer? Alors, moi, je vois la conférence un peu comme un complément pour le livre. Évidemment, on peut lire le livre sans écouter ou sans voir la conférence et vice versa aussi. Et il faut bien évidemment que l'un fonctionne comme sans l'autre, mais j'aime quand même créer les liens. Alors, il faut dire que donc je suis encore conférencière assez fraîche. Donc, je faisais avant des conférences, mais plutôt des conférences un peu imposées, parce que quand on est devant des grandes équipes, on doit souvent faire effectivement des événements managériaux qu'il faut introduire. Et j'avais un petit peu d'expérience là-dessus, mais pas en format TED ou autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que et je salue Gilles, parce qu'il nous écoute peut-être sur une partie de la room.
Je suis de la toute récente promo des apprentis conférenciers de Gilles. Et si j'ai retenu, et effectivement, la conférence Leadership façon Tatin, j'ai les peaufinés grâce aux apports de Gilles et de tous les intervenants qu'il y a dans l'Académie des conférenciers. Là, la nouvelle conférence, effectivement, Résilience et Leadership sans blabla, je voudrais justement me servir des potentialités qu'offre une conférence et qu'on peut pas faire avec un bouquin. Je m'explique. Je pense que dans une conférence, je peux aller un peu plus sur le fait de parler aussi un peu de ma personne, d'être un peu plus encore dans un mode très narratif, storytelling, que je me suis un peu interdite dans le bouquin parce que je voulais un peu plus laisser la parole vraiment aux leaders. Je pense aussi que quand on vient écouter une conférence, on a le droit aussi de se marrer encore un petit peu plus que dans un livre. Et j'aime bien parler de choses sérieuses avec humour avec avec même des blagues et de l'autodérision parce que je pense qu'il faut s'amuser dans la vie et plus les choses sont difficiles, plus elles sont souvent aussi enthousiasmantes. C'est comme du sport de haut niveau parfois et surtout il faut le faire avec délectation. Il faut se marrer. Donc je pense qu'il faut mettre ça aussi dans la conférence et peut-être aussi donc aller dans les deux extrêmes, c'est-à-dire que quand j'interviewe des leaders qui vont mettre des témoignages qui restent dans l'éternité dans un bouquin qu'il faut qu'ils fassent pour certains aussi validés par leur propre hiérarchie, il y a quand même certaines crises qui ont pu être peut-être un peu catastrophiques et qui font partie des parcours de leaders qu'ils ne pouvaient pas raconter en insistant sur le côté qui les a fait le plus souffrir. Moi, je pense que dans une conférence, on peut vraiment mettre le doigt dans le truc qui fait mal aussi. Et qu'on arrête de dire que les leaders, on est tout le temps des winners. On est surtout aussi des losers et parce qu'on sait loser et parce qu'on sait prendre des risques et parce qu'on sait se vautrer et derrière quand même se relever, qu'on a peut-être à la fin eu un parcours qui justement qui est intéressant et qui est rarement très lisse. Il y a un des leaders qui m'a mis, et je l'ai mis dans le livre, dans son témoignage, le fameux proverbe de Churchill qui dit la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Moi, je trouve ça magnifique. C'est exactement ça. Alors, ton livre, on peut l'acheter où, Cornelia? Alors, on peut l'acheter sur Amazon, sur Cultura. On peut le commander dans sa librairie. Alors, effectivement, c'est un éditeur qui est une nouvelle vague aussi, qui mise sur un modèle économique qui lui permet de sortir les livres très rapidement, parce que normalement, pour éditer un livre à partir de la finalisation du manuscrit, il se passe souvent plus d'un an. Et en plus, pour 2021, normalement, tous les nouveaux auteurs, et c'est mon premier bouquin, sont complètement bloqués parce que cette année, on sort les auteurs qui auraient dû sortir l'année 2020. Parce que pour lancer des nouveaux bouquins ou plutôt de nouveaux auteurs, il faut faire de l'événementiel. C'est pas connu du grand public. Et donc j'ai trouvé cet éditeur là qui m'a dit Banco, moi je peux te publier en 2021, mais la contrepartie que ce sont des bouquins, il a pas de stock. Et il n'envoie pas de stock dans les librairies. Donc les librairies parfois elles peuvent décider d'acheter du stock, mais qu'il ne reprendra pas. Mais sinon effectivement tous les libraires peuvent le commander. Et c'est le hasard, je l'ai pas choisi. Ce sont des bouquins qui sont imprimés en Allemagne. Voilà, et de toute façon, on rappelle peut-être ton site internet, www.corneliafindeisen, mais ça s'écrit FINDEISEN.com si je ne me trompe. Donc on peut retrouver tous les teasers de tes conférences et de ton livre. Alors peut-être encore pour donner une dernière envie d'acheter cet ouvrage, est-ce que tu as déjà des retours des lecteurs? Oui, j'en ai les premiers. Donc effectivement, il y a les premiers, ils commencent tout juste à tomber parce que il y a normalement 2 semaines de livraison, mais maintenant il est disponible aussi en version électronique, donc ça va effectivement beaucoup plus vite. Alors sur les feedbacks, j'ai eu des feedbacks très sympas sur le fait que c'était à la fois sérieux et léger, et ça je voulais vraiment que ce soit et que c'est fluide, que c'est facile à lire et qu'il y a aussi beaucoup de choses très concrètes et des conseils très concrets.
J'ai eu un truc qui m'a bien fait plaisir. C'était une amie qui m'a juste dit, tu as réussi ton pari de faire un livre sans blabla. Et ça m'a vraiment plu parce que, bon, comme je le revendique dans le titre, il vaut mieux que ce soit vrai derrière quand on le dit. Mais peut-être le commentaire qui m'a le plus impressionné, et là vraiment qui m'a vraiment rendu heureux, c'était l'un des témoins, ou plutôt l'une des grands témoins, que je connais très peu. On s'était rencontrés une fois, donc c'est pas, donc elle me doit rien. Et en plus tous les interviews on les a fait à distance avec la crise aussi oblige, et en plus même pas en visio, j'ai tout fait par téléphone. Donc elle me dit dans son récit, elle raconte que quand elle prend, avant de prendre des grandes décisions, parce que c'était une des questions que je posais à tout le monde, comment ils prennent les grandes décisions qui s'imposent aux leaders parfois dans des situations très difficiles. Elle disait, moi je m'isole et après je soumets la situation et la décision que je veux prendre, je la soumets à mon plus grand contradicteur, et c'est mon mari. Et là elle me dit, Cornelia, je viens de finir le livre, il faut que vous sachiez que mon mari, mon plus grand contradicteur, il ne lit jamais des bouquins de management. Il l'a lu ce dimanche, il l'a dévoré dans la journée. 315 pages. Donc ça, c'était le plus beau compliment qu'on ait pu me faire. Donc c'est en effet un joli compliment. Merci Cornelia. Alors on va vous céder la parole. Eric, Philippe, est-ce que vous voulez réagir à notre intervenante de ce soir, avant que certains d'entre vous se manifestent pour monter sur scène? Bonjour à vous. J'espère que c'est pas trop bruyant. Si c'est le cas, je laisse la parole à Philippe. Tout à fait. Je suis ravi de t'avoir entendu, Cornelia. On avait un tout petit peu échangé quand tu étais arrivé sur les speakers, et je suis ravi que tu aies réussi à sortir ton livre. Tu nous diras dans un mois ou deux si tu es content des ventes. Parce que le choix d'avoir un éditeur qui n'est pas distribué, en fait, c'est ça le sujet. Hein. Il n'y a pas de distributeur entre ton éditeur et les libraires, et c'est un peu une mafia, hein, le système là. Ça bloque quand même largement les ventes, quoi. Quand en plus les libraires chez qui tu vas commander te disent, oh, il va falloir 15 jours hein, parce que c'est un petit éditeur indépendant, alors que ton éditeur serait livré en 24 heures. Bon, ça tue un peu le marché. Mais ou alors ça favorise Amazon, comme s'ils sciaient tous la branche sur laquelle ils sont assis. Mais enfin bon, voilà. Je serais curieux de voir comment ça va évoluer. Et puis il faudra que tu mettes à jour ta fiche sur les speakers pour parler de ton livre, parce que quand les gens vont acheter ta conférence, ils vont forcément vouloir acheter le livre aussi. En tout cas, c'est un bon outil pour aider les conférenciers à développer leur business. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Je suis ravi. Et puis merci pour tout ce que tu as partagé ce soir. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup Eric, et je penserai à mettre à jour la fiche. Juste effectivement sur l'éditeur, c'était je me suis posé toutes ces questions-là, et c'était un peu le risque à accepter, ou alors accepter que sur un éditeur un peu plus connu, d'attendre l'année prochaine, voir parce que c'est un engagement total actuellement sur les nouveaux auteurs. Et même les éditeurs actuellement disent, nous envoyez plus aucun manuscrit. Donc pour moi, c'était important qu'ils sortent là, quitte à devoir faire un peu plus aussi moi la promo. Et effectivement, avec cet éditeur-là, il a déjà fait quelques meilleures ventes sur Amazon, mais c'était sur des bouquins beaucoup plus grand public. Voilà Loïc, je vois que tu es monté sur scène. Alors, est-ce que tu as une question pour Cornelia? Oui, merci Cornelia pour ce partage. Je sens de la fougue et de la passion derrière tout ce que tu racontais. J'ai pas tout entendu parce que j'étais dans une autre room juste avant. Mais ma question, elle est traditionnelle. C'est, est-ce que ton livre va être au format audio également? Non, je suis désolée, il n'est pas en format audio pour l'instant, et je pense qu'avec cet éditeur, ça n'est pas possible. Non, juste en version électronique, mais pas en audio. Mais ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Ok, non, mais c'est ma question traditionnelle, parce que je trouve que il y a de plus en plus de gens qui, comme moi, aiment bien écouter ce genre de livre, surtout en mode audio, en marchant par exemple, tu vois. Et je viens de lire les 21 lois irréfutables, je crois, du leadership, ou je sais plus comment ça s'appelle, de John Maxwell.
il y a peu de temps. Je sais pas si tu dois le connaître, ce livre. Il est assez grand public d'ailleurs et ça se lit très très bien comme ça en l'écoutant. Et je me disais tiens, j'écouterais bien le tien derrière. Tu vois, voilà. Mais par contre, j'ai un projet. Il faudrait que je trouve le temps. J'aimerais bien lancer un podcast un peu avec la même approche, mais qui interviewerait plutôt des personnes qui se sont réinventées. Parce que je trouvais très intéressant les témoignages de leaders qui finalement ont un peu changé de vie. Il y en avait quelques-uns. Et deuxième question, est-ce que parmi ces leaders et dans la structure dans laquelle tu travailles, est-ce qu'il y a pas mal d'entreprises altruistes, libérées, qui pratiquent l'holacratie, qui se sont réinventées pour être plus responsables sur le plan social, sociétal, environnemental, etc., ou très peu? Alors, chez tous ceux qui font de l'innovation, on le voit de plus en plus parce on le voit aussi, par exemple, aujourd'hui, les jeunes qui sortent des grandes écoles veulent de plus en plus à la fois travailler sur de l'innovation, être dans des startups, mais dans des trucs à impact. Donc ça, c'est de plus en plus recherché. Alors, dans le public, on a un handicap. On considère, moi, j'en fais pas partie, mais souvent on entend dans le service public, puisqu'on est public, donc forcément on est éthique. Et forcément, d'ailleurs, on est RSE, alors que la RSE, c'est aussi la RSO, et normalement, ça s'applique aussi aux organisations. C'est très, très inconnu des organisations publiques. Et je dois dire, mais ça, c'est les grandes structures, ça dépend, c'est pas pareil dans les toutes petites collectivités, mais dans les grandes collectivités dans lesquelles j'évolue, quand on met en place justement du management libéré, parce que l'agilité, c'est ça, même si on le fait à petite échelle, moi, l'une des grosses résistances que j'ai eues, c'est au mieux, on me prenait pour un peu une faux folle, gentillette, qui faisait des colliers des nouilles. Et il fallait que je démontre, mais heureusement qu'on a eu un succès national avec les projets pour que dans la collectivité, on nous donne un minimum de crédit. Et on pensait qu'on faisait ça non pas pour inventer des nouveaux services publics plus user-friendly, ce qui est quand même, je trouve, une belle cause. On pensait qu'on faisait ça juste pour faire plaisir aux petits collaborateurs et presque on me voulait pour ça. Parce qu'on n'est pas là pour valoriser les collaborateurs. Et j'exagère à peine, mais j'ai eu beaucoup de beaucoup de ces arguments-là, et il y avait aussi des résistances, y compris de personnes qui étaient plutôt très ouvertes à toutes ces approches de management bienveillant et agile. Mais qui, dans la pratique, quand ils se sont rendus compte que quand on laisse des gens intraprendre un peu, ils échappent à notre pouvoir de chef, c'était très dur pour des chefs qui, intellectuellement, étaient d'accord avec ça. Mais dans la pratique, ce n'était plus le cas. Et donc, j'ai eu beaucoup de résistance de la part de gens que je pensais être mes meilleurs alliés. Et que dans les faits, ils l'étaient pas. Merci. Merci, Lily. Je crois que Christian voudrait sans doute poser une question à Cornelia. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Je viens d'arriver il n'y a même pas 2 minutes. Je suis désolé, je n'ai pas de question qui me vient là. Je vois que tu étais monté sur scène, donc je pensais que... Non, je viens de débarquer. Philippe, tu veux peut-être faire un retour à Cornelia sur ce que tu as entendu, ou tu as des remarques, des questions? Non, mais globalement, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, ce sont les pratiques qu'on connaît depuis un paquet d'années dans le domaine de l'innovation, de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat. Donc, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que dit Cornelia. Merci Philippe. Merci Philippe. Alors n'hésitez pas à monter sur scène, je vous rappelle qu'on a parlé de leadership, qu'on parle de l'ouvrage. Alors j'en profite pour faire une petite remarque. Alors moi je suis un serial entrepreneur, je n'ai travaillé que dans des startups et dans des grands groupes qui rachetaient ma startup. J'ai bien aimé le côté agile by design. En fait, je me suis reconnu là-dedans parce que au départ, quand tu as une idée de boîte et puis que tu démarres avec 4-5 copains, tu fais tout en fait. Donc tu es forcément agile parce que tu dois aussi aller chercher les dosettes pour le café, pour que les collègues aient la banane le matin, etc.
Ouais. En revanche, j'ai vu la plus grosse société que j'ai créée est montée à 100 personnes, donc j'ai reconnu aussi là le côté mammouth ou le côté éléphant. Après avoir été gazelle de l'économie, j'avais rencontré le président de Danone qui m'avait dit fais gaffe, le jour où tu feras comme les éléphants, tu seras plus une gazelle. Et j'avais trouvé ça vachement pertinent comme image. Et puis je crois que c'est Jacques Welch aussi qui disait il faut réussir à faire danser l'éléphant. Et donc ça ça vient un peu en résonance à ce que tu disais. En revanche, un point que peut-être que je pourrais essayer de formuler en forme de question, j'ai eu des collaborateurs qui acceptaient pas en fait le côté tatin ou le côté très libéré. C'est-à-dire moi, si tu venais dans mon bureau qui était toujours ouvert et qui ressemblait plus à un appartement qu'à un bureau, si tu venais avec une idée, tu devenais le patron de l'idée, quoi. Évidemment, c'est ton idée. On va mettre des gens autour de toi, puis on va sponsoriser l'idée. Et en fait, comme il y avait des gens qui venaient de grandes agences de communication et qui rejoignaient mon équipe, ils avaient l'habitude d'avoir de l'hyperstructure, en fait, et des process et tout ça. Et moi, je suis rebelle, donc je déteste les process. Mais vraiment, je déteste ça. Hein. Je pense que j'ai une maladie par rapport à ça. Et du coup, je me suis rendu compte d'avoir des collaborateurs qui étaient super créatifs, très innovants, qui étaient vraiment des forces sûres et vives et hyper motivées. Mais si je leur donnais des responsabilités et un chèque en blanc, ça leur donnait le tournis, etc. On était obligé de remettre de la structure autour d'eux pour qu'ils restent à l'impulsion, etc. Et je sais pas si toi tu as déjà rencontré ça et si tu as un conseil par rapport à ça. Bah, en fait, moi, pendant longtemps, parce que j'étais d'abord, quand je pensais que management innovant et que je pensais pas encore qu'il fallait pas seulement... Parce que le management innovant, c'était effectivement pour pouvoir motiver les équipes et éventuellement pour transformer, mais juste pour optimiser. Et quand j'ai découvert qu'il ne suffira pas d'optimiser, mais qu'il faut réinventer aussi notre offre de valeur, y compris dans le public, et je fais ça aussi avec des startups, puisque je les accompagne, c'est là, effectivement, que je me suis rendu compte que le management innovant et la capacité à se mettre en agilité dans l'organisation, elle était primordiale pour pouvoir innover. Donc, c'était plus juste une option ou juste un supplément d'âme pour mieux manager, que c'était fondamental. Alors, pendant longtemps, je pensais que la solution, c'était les entreprises libérées. Et comme tu dis, je pense pas qu'un modèle systémique qui fasse de l'agilité et de l'inversement à tout bout de champ et sur toute la structure, surtout pour les grosses structures, je pense pas que ça marche. Et je pense pas qu'on en ait besoin. On n'a pas besoin d'innover partout et à tous les endroits de la boîte. D'autant plus que ça serait extrêmement épuisant et tout le monde peut pas tout le temps s'épuiser à ce point. Moi, sur les intrapreneurs, justement, sur les 7 projets qu'on a eu dès la première année en 2019, il y a un projet qui n'a pas continué et qui a abandonné très vite parce que l'équipe n'était pas OK avec la méthode. Pourtant, le projet, l'idée était géniale, mais l'équipe, et ça a été très transparent, hein, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Cornelia, nous, on fait du mode projet, mais du mode projet classique, hein, donc avec des tableaux Gantt, avec les méthodes très, très connues, qui peuvent parfois être même il y avait un peu du design, mais il n'y avait pas de l'agilité radicale. Ils ont dit, nous, on fait ça depuis, il y en avait une qui avait déjà 54 ans, et elle avait dit, moi, je fais depuis 20 ans, je fais du mode projet, et ça marche. C'est pas aujourd'hui que je vais justement faire le poirier. Et je pense qu'il faut l'accepter et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin de structure et tout le monde n'est pas un entrepreneur et tout le monde n'est pas un intrapreneur. Et c'est pour ça que dans les démarches d'intrapreneuriat, c'est ça qui est difficile aussi à faire passer. On ne choisit pas des projets. On ne choisit pas des idées, on choisit avant tout des innovateurs qui sont en fait des gens qui sont capables d'entreprendre, même si entreprendre à l'intérieur de la big structure. Donc ça, c'est absolument lié à l'humain, la capacité, le potentiel de l'entreprise. C'est comme pour les startups, surtout les investisseurs américains, ils mettent 1 million parce que le gars leur plaît et ils savent très bien que l'idée elle va pivoter. Hein. Ils mettent 1 million dans la capacité, dans le potentiel de l'entrepreneur finalement. Ouais, on en revient au sujet du casting dans l'équipe et c'est vrai que moi après. Alors, j'ai aussi dans mes qualités, je suis un très mauvais recruteur. Je me trompe systématiquement sur les gens que j'attire. Donc, j'avais des gens qui pour le coup, savaient faire ça dans mon staff. Et alors, ils avaient clairement annoncé la couleur, quoi.
Il disait mais vous attendez pas à ce qu'il y ait une réunion le lundi matin ou qu'on vous fasse remplir des timesheets et des tableaux de bord de gestion de projet. Ça marche pas comme ça, quoi. Ouais, Donc on faisait ouais. on faisait pas la mauvaise blague en fait. Et je pense que ça a permis d'éliminer naturellement quelques candidats à l'embauche qui eux se connaissaient bien et savaient qu'ils avaient besoin peut-être d'asseoir un certain pouvoir ou alors d'avoir une structure très cadrée pour pouvoir performer, quoi. Ouais, c'est ce que m'ont dit les chefs de grandes startups déjà. Il y a celui qui a la startup InnoHealth et qui maintenant qui vient de racheter une boîte américaine qui est devenue Relife avec Adnan El-Bakri, qui était l'entrepreneur de l'année 2019 d'ailleurs. Donc il témoignait dans le bouquin. Il me dit moi je recrute que des gens qui sont eux-mêmes entrepreneurs. J'ai besoin de gens totalement autonomes. Donc moi je suis disponible quand il le faut, mais il y a rien de figé, il y a pas des instances, on fait des célébrations, mais il y a rien de figé encore une fois. Et pareil aussi pour celui qui a créé le village de l'innovation éducative à Marseille. C'est une start-up associative qui lève des gros fonds comme une vraie start-up du privé. C'est vachement intéressant aussi et qui me dit mais moi soit les gens ils ont l'entrepreneuriat dans l'âme, soit ils l'ont pas. Et c'est ce qu'on fait nous-mêmes dans le public. On cherche des gens, des fonctionnaires qui ont l'âme entrepreneuriale. Et ça marche. Et moi, donc avec l'entrepreneuriat, j'ai pu prouver, c'est pas moi, hein, c'est eux qui l'ont prouvé, qu'on a des fonctionnaires qui travaillent facilement 60-70 heures par semaine et qui ne demandent pas de primes, qui ne demandent pas d'être payés d'heures sup parce qu'ils sont amoureux de leur projet. Donc, ils sont capables de le faire. Et c'est pas, tout le monde ne peut pas le faire, ça dépend aussi des phases de la vie et tout ça, mais j'ai besoin de gens, effectivement, qui ont besoin que je leur donne la recette de cuisine, un truc très opérationnel à chaque fois, et qui ont besoin que je leur dise s'ils peuvent aller à droite ou à gauche. Oui. Et moi, il faut que je jongle avec les deux, d'ailleurs. Donc, c'est une offre ouverte, Cornelia. Si vous habitez le Havre et que le public vous intéresse, vous savez où vous adresser, mais vous devez être prêt à travailler beaucoup. Alors, d'autres questions? Je vous rappelle, il n'y a pas de questions idiotes, hein. On est entre nous, on est en toute bienveillance, en toute bonhomie. Donc, si vous avez envie de poser des questions à Cornelia sur le leadership, sur la résilience, tout ça sans blabla et la tête à l'envers, n'hésitez pas. Cornelia, as-tu encore envie d'ajouter peut-être quelque chose le temps que nos participants se manifestent? Non, c'est juste dire que dans justement la question des conférences sur ces sujets-là, il y a une conférence que j'avais fait à la demande toujours de Gilles, qui m'avait dit mais ça serait bien que tu nous fasses une conférence sur les réunions renversantes justement. Et d'abord je lui dis mais moi j'ai rien à raconter sur les réunions c'est un sujet nul. Et je me suis rendu compte qu'effectivement même sur la question des réunions, il y a énormément de choses à dire qui sont en lien avec cette capacité du leader, de celui qui normalement anime les réunions, et sa capacité à se mettre là aussi en mode poirier, en mode renversé et de casser le code. Et en découvrant justement plein de récits, mais là en glanant dans des bouquins et sur le web aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit des choses très très intéressantes sur leur pratique des réunions, que je me suis rendu compte que dans la façon de faire des réunions, ce que tu disais, Eric, est-ce que tous les lundis matins on fait une réunion fixe ou est-ce que c'est plutôt des espaces informels? Est-ce que la réunion c'est toujours avec les mêmes participants, c'est toujours avec un ordre du jour ou pas? Et comment on organise tout ça? C'est vachement révélateur. À la fois de la nature de l'entreprise et bien sûr aussi du management qu'on y fait et de la nature de l'offre de valeur qu'elle produit derrière. Et pour les leaders, j'en avais pas conscience, même si peut-être au fond de moi j'essayais déjà de renverser ça aussi, mais pas de façon conscientisée, qu'en fait la réunion, la façon dont on parle ensemble, la façon dont on construit ensemble tout ça, ça s'est fait quand même dans des formes plus ou moins de réunions qui sont institutionnalisées ou pas. C'est le moment clé du leadership et du management. C'est là où on est attendu par nos équipes. C'est le moment où on fait un truc ensemble et on fédère. Et pour ça, c'est la 3e conférence, effectivement, qui est déjà prête. Celle qui est encore en travail, c'est celle justement sur résilience et leadership sans blabla. Et elle sera prête quand, cette conférence?
Résilience et leadership sont blabla. Pardon? Là, effectivement, leadership façon Tatin et des réunions renversantes, qui est une conférence avec du très prêt à l'emploi aussi. Ces deux-là sont déjà prêtes. Je les ai déjà données et j'ai eu des très beaux feedbacks. Résilience et leadership sont blabla. Elle sera prête pour la rentrée. Pour la rentrée, donc septembre. Voilà. Bien, merci Cornélia. Tu me parlais aussi dans tes conclusions et dans tes réflexions, tu me disais que tu avais travaillé avec une experte, Evelyne Chabreau. Est-ce que tu veux peut-être dire encore un petit mot sur cette collaboration? Exact. Donc Evelyne Chabreau, qui est ancien DRH du groupe Accor et qui aujourd'hui qui s'est aussi réinventé aujourd'hui en coach des dirigeants, et elle a accepté dans mon livre donc d'écrire un peu en écho. Donc la première partie dans laquelle moi j'écris, à chaque fois il y a des petites inserts où elle donne son regard d'experte, et la plupart du temps elle s'inspire directement d'un des témoignages des grands leaders. Il y a moi quand je lis c'est son regard, et quand je lis après mes propres écrits, puisque ça se mélange, c'est une approche très différente. Je trouve que c'est un style aussi très différent, et moi je suis pas objective, hein, mais je trouve ça justement riche aussi pour les bouquins, d'avoir des approches. Elle a vraiment un regard de coach que je n'ai pas, hein. Moi j'ai le regard du praticien et pas de l'accompagnateur qu'elle est. Et donc je la remercie beaucoup d'avoir accepté cet exercice-là, parce qu'il fallait aussi qu'elle lise tous les témoignages et qu'en plus elle puisse s'inspirer de cela et le mettre en écho avec ce que j'écrivais moi-même. Donc c'était un sacré exercice aussi pour elle. Bien. Alors, on arrive tout doucement au bout de cette room. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Éric, Philippe, le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, écoute, merci Cornélia pour le partage de ton expérience, hein, qui conforte effectivement tout ce que les gens qui font de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat et l'innovation connaissent tous, en tout cas sont tous passés par là. Et j'ai envie de découvrir ton livre sur la partie leadership. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Voilà. J'ai aussi mon avis sur le sujet, évidemment, puisque j'ai un petit peu navigué dans le domaine. Et franchement, j'aimerais bien lire ce que tu as écrit. Merci, avec plaisir. On va tous lire. On va tous lire. Tu vas être obligé de nous faire une séance de dédicace. Moi, en mot de conclusion, je vous livrerai ce qu'un Anglais un jour m'a donné, et vous savez que les Anglais donnent pas grand-chose aux Français. Il m'a dit, tu devrais démarrer dans ton agence toutes les réunions par un tour de table des bonnes nouvelles. Et tu vas voir, les gens seront en mode OK+, derrière tu vas avoir une énergie de dingue. C'est quelque chose que j'ai systématisé et que j'ai adoré faire, que je peux même faire en famille en fait maintenant. Donc voilà, l'ordre du jour, c'est déjà un petit tour de table, chacun en 1 minute donne une bonne nouvelle, perso ou privé ou professionnel évidemment, et ça change l'énergie dans la pièce. Voilà ce que je peux vous donner pour les réunions. Super. Merci. Alors, j'ai pas bien fait mon job jusqu'au bout. Philippe, le thème de demain, puisque je vous rappelle qu'on se retrouve tous les jours à 18h30 pour une room sur la conférence et organisée par Éric Blo et Philippe Boulanger de la FCP. Est-ce qu'on a le thème de demain, Philippe? Oui, un petit peu. Le thème de demain, c'est moi. Voilà. C'est moi, et c'est peut-être un thème qui peut t'intéresser, Cornélia. C'est le sujet, c'est le titre phare, le titre de ma conférence phare, qui est innover ou agoniser, c'est vous qui voyez. J'adore le titre, je l'ai vu tout à l'heure, c'est génial. Voilà. Ça me parle. Super. Donc voilà, et je serai interviewé par notre ami Christian Poncet, qui va se faire le plaisir de venir me charcuter, me retrancher de venir me récupérer dans mes derniers retranchements. Donc on va voir, ça peut être fun, quoi. Il te demandera aussi des bonnes nouvelles. Lui va innover et toi tu vas agoniser. C'est ça, voilà. En fait, c'est ce dont on rêve tous, hein, c'est de te voir agoniser. À bon entendeur, salut. Cornélia, merci beaucoup. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite sur le groupe. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci beaucoup.
Ciao. Merci. Ciao, Bye bye, ciao. à demain. Merci Cornelia. Tu dois mettre ton micro. C'était un plaisir, je voulais dire. J'ai Alors, apprécié super. J'étais en Je train suis une d'envoyer. intervieweuse très bienveillante et qui sait chercher tout ce qu'on a envie de dire sans qu'on ait besoin de te le dire. Merci. Je fais de mon mieux. Philippe, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. En fait, j'étais en train d'envoyer le jingle et vous parliez pendant le jingle, ce qui est quand même un peu embêtant. Comme vous avez quitté Clubhouse trop tôt, du coup, vous n'avez pas entendu que j'ai lancé le jingle sur Clubhouse. Zut. Mais c'est pas grave, on vous entendra dans l'enregistrement en train de parler sur le jingle, parce que je peux pas le retirer. Désolé. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que je suis en train de vous parler, mais j'ai toujours pas arrêté l'enregistrement. Ça va rentrer dans le bêtisier des enregistrements de l'AFCP. Ouais, Voilà. il en fallait un, il fallait que ça commence. Il en fallait un. C'est ça, Voilà, explorer et innover. Voilà, c'est ça. Donc ceux qui nous écoutent en ce moment dans le replay, eh bien, vous pouvez rigoler parce que j'ai pas arrêté encore l'enregistrement. Et donc voilà. Donc, je vais repasser en mode normal d'ailleurs. Allez, hop. Voilà. Maintenant, vous me revoyez à l'écran. Ok, désolé, quittez trop vite. Les dernières fois que j'avais fait, il n'y a pas de jingle, donc je ne savais pas que tu en mettais un à la fin. Eh ben, voilà, au moins, on n'a pas dit de grosses bêtises. Ma faute. Pour les personnes. Ouais, bah tu sais, Ma bon, ça faute. peut arriver. Hein. J'assume. Allez, voilà. Bah maintenant j'arrête l'enregistrement et donc, écoute, Sabine, à demain et Cornelia, merci. À demain et participé. plein de succès Je vais avec faire les ton replays parce que 18h30 c'est trop tôt pour moi, mais quand je pourrai peut-être vendredi et avec qui déjà? Ça va être Virginie Delalande vendredi. C'est ça, ouais. Moi je vais essayer vendredi. Ouais. Ok, Allez. super. Merci, bonne soirée, ciao. Merci, Ciao, ciao. à bientôt.